c'est Paul Rickenbush Ouais, qui m'avait Paul. donné ton nom. Paul Rickenbush qui était déjà intervenu dans une journée sur la guérison spirituelle au Forum 104 à Paris. Donc c'est une amie Ah à là là. toi, je crois, hein. Oh, Paul, voilà encore une bonne personne au bon moment dans ma vie. Voilà une femme euh, hors norme, avec sa compagne hors norme, et beaucoup de joie aussi avec Paul, qui a fait des traversées. Et Paul, elle a créé les thérapeutes de la bonté. Mm. Et ça, c'est tellement bon de se dire qu'on fait partie des thérapeutes de la bonté. J'ai une gratitude pour cette femme, vraiment une très grande gratitude, parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait avec son cœur et son talent. Et c'est un talent vraiment hors du commun. Elle a aidé, moi, elle m'a aidé déjà, mais elle a aidé un nombre de patients, c'est incalculable. Même les êtres les plus fermés qui allaient chez elle me disaient: Véronique, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Ça me fait toujours sourire quand on me dit ça. Mais c'est vrai que c'est grâce à Paul que je suis là. Merci de me le Je t'en prie. rappeler. Oui, donc moi j'ai une question, Véronique. Donc suite à cette expérience de mort imminente, quelle était avant cette expérience ta vision sur les vies antérieures et la réincarnation avec l'Église catholique, et qu'est-ce qu'elle est devenue après cette expérience? Comme je le pense très sincèrement, c'est comme si la vie m'avait préparée à ce moment de mort imminente. Et donc, j'avais déjà un terrain cultivé, je dirais, au niveau de mes représentations intérieures. C'est-à-dire que j'avais déjà rencontré cette communauté bouddhiste tibétaine. Je m'étais posé plein de questions grâce à un Rinpoché qui s'appelait Lama Gendoon. Et Lama Gendoon, j'ai eu la chance parce que c'était un très 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 vieux monsieur quand je l'ai rencontré. Et j'ai eu des enseignements sur le karma, et en fait, je n'ai j'ai accepté cette éventualité de traduction de la vie. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée dans cette communauté, j'ai rencontré deux personnes. Je savais que je les avais déjà rencontrées. J'ai ressenti dans mon cœur qu'on s'était rencontrés ailleurs, parce que j'ai eu des visions, parce que je connaissais pas moi, je savais même pas où était le Tibet à l'époque. Ce qui fait que aujourd'hui beaucoup plus vulgarisé, hein, je veux dire, il y a beaucoup plus de personnes qui en parlent, et en fait, je, je peux accepter, pour plein de raisons dans ma propre vie, le fait qu'on ait pu se rencontrer dans d'autres circonstances ou d'autres simultanéités de vie. Et en fait, je crois que maintenant, catholique, d'éducation catholique ou pas, je me dis que tout ça, ça a si peu d'importance si ça vient nommer quelque chose en moi. Et vraiment, alors là, c'est l'astrologue par contre qui reprend le relais pour répondre à cette question, si c'est une réponse, hein, parce que répondre à une question comme celle-ci, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais par exemple, astrologiquement parlant, je sais très très bien regarder un trajet de vie antérieure. Et je ne me trompe pas sur les modes de représentation de la personne que j'ai en face de moi. Donc, je me dis, ah, bah, il y a des choses, il y a des traductions, ça dépend du cadre de référence dans lequel on se met, il me semble, ou de représentation, ou de symbolisme à l'intérieur de soi. Et c'est assez troublant quand même, tout cela. Mais est-ce que l'EMI a changé quelque chose? L'EMI, elle m'a fait sentir que bah, il n'y avait pas que le corps, il y avait pas dans mon état de mort imminente, j'ai retrouvé ma nourrice qui venait de mourir 3 semaines auparavant. Et j'étais accueillie par elle. Je sais que je ne parlais pas, mais j'ai senti, en fait, qu'est-ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait quelque chose de l'amour dans cette chose-là, dans cette retrouvaille. Et en fait, ça a dégagé de moi le fait de juger quand quelqu'un me dit quelque chose. En fait, je pense que c'est ce qui fait ma force de psy, c'est que j'ai jamais de jugement dans tout ce qu'on me dit. J'accueille et je dis pas c'est fou, pas fou. J'essaie après de voir dans quelle structure ça se met à l'intérieur de soi. Je sais pas si je réponds à la question là, hein. Mais c'est vrai que mon petit secret de vie, comme je dis
très souvent, c'est que depuis que je suis toute petite, j'adore me lever le matin, regarder le ciel, certainement parce qu'il y a mon grand-père, et je me dis, chouette, ça va être la plus belle journée de ma vie aujourd'hui. Quand tu as parlé des psychologues qui sont parfois tournés vers les abîmes et les grands tourments, je pense que toi-même, sans évacuer le côté tragique de la vie, tu cherches surtout à aider les gens à progresser, en fait. Ouais, je crois très sincèrement que j'aime l'humain, Hmm. Mhm. très sincèrement. J'aime les êtres, au-delà de leur apparence. Hmm. Et comme je ne suis pas du tout visuelle, je suis kinesthésique totale, c'est-à-dire que moi, vous me parlez d'une image, je suis comme Picasso, il faut que je reconstitue tout. Mais par contre, je suis très, très dans mon kinesthésique et c'est une chance hein, pour moi en tant que thérapeute. C'est pour ça que je suis bien là où je suis et je dis toujours, le jour où je serai pas bien, ben, je partirai, j'irai cultiver un jardin de thé. L'humain, je le sens plus que je le vois. Et pour ma plus grande chance, donc leur image ne m'intéresse pas. Et ce qui fait que il n'y a pas la barrière de l'image souvent chez moi. C'est dans ma constitution. Hein, c'est pour ça que je vois jamais, je vois pas le pathologique n'arrête pas pour moi le fait de voir l'être, quoi. Et c'est certainement ce que j'appelle le spirituel, justement. Mhm. Et c'est joyeux, le spirituel. Hmm. Merci beaucoup pour le témoignage. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu plus sur la place de la danse dans les pratiques que vous avez avec vos patients pour aider. J'ai mis en place des cercles de femmes euh, que je vois à 9 heures par mois. Et quand je leur dis que pendant 9 heures, il va y avoir que de la danse, elles font 9 heures de danse. Et en fait, j'utilise beaucoup la danse comme moyen de communication. C'est-à-dire que, par exemple, au tout début, les toutes premières fois où elles se rencontrent, pendant un trimestre, je ne les présente jamais. Elles disent des choses dans le cercle, mais je les présente jamais. Et un jour, il y en a toujours une qui me dit, un jour, tu vas nous présenter. Je dis, bah, le jour où je sentirai que vos corps se sont rencontrés et que vous n'y mettrez pas vos jugements extérieurs. Et ça, c'est toujours délicieux. Et en fait, elles se rencontrent par la danse, par le corps. Alors, c'est difficile d'en parler avec des mots parce que ça s'expérimente en direct. Je vais les faire venir, là, toutes, elles vont vous montrer. Donc, je taquine. Vous savez, elles arrivent, elles sont fatiguées. On est à Paris. Je dis à Paris parce que le mental, il est tout le temps au taquet à Paris. Il faut faire attention à ci, à ça. Elles arrivent des fois, le jeudi soir en particulier, où on a 3 heures ensemble ou 4 heures des fois. Et elles arrivent, elles sont fatiguées, je les sens. Waouh. Et en fait, ça commence à faire blablabla, blablabla, blablabla. Et là, je stoppe tout. Je mets musique. Alors là, les musiques, je peux vous dire, j'ai 30 000. Je leur apprends aussi qu'il y a certaines musiques qui aident à danser et d'autres musiques qui ne font pas danser. Donc, il faut toujours que j'associe la musique comme ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de musique parce que je vais les chercher, en fait. Je vais les chercher et je les épuise. Et à un moment donné, je dis, ah ben ça y est, le mental est bien fatigué. Maintenant, on va pouvoir se rencontrer. Donc, des fois, ça dure 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend. Mais la danse est centrale hein, quand même. Et le nombre de fois où j'ai des femmes qui arrivent en me disant ah moi danser je pourrais jamais Véro, jamais. Je dis comment ça danser on peut pas. Mais c'est un langage universel la danse. Il n'y a pas une personne sur terre qui ne sait pas danser. C'est pas un savoir, c'est un langage. Alors là, je me sens frustré, hein, parce qu'en tant qu'homme, je me dis, mais alors, c'est des cercles de femmes qui dansent et les hommes sont jamais admis ou Je vous faites... l'attendais. C'est la grande question. Et c'est une juste question. Je l'attends toujours, celle-ci. En fait, bien sûr que... Alors, je dis toujours que, bon, moi, je vais là où je sens que j'ai une capacité. Des cercles d'hommes existent, hein, mais
les hommes, pour les faire danser, c'est pas si simple que ça quand même, hein. Donc, ce que nous faisons, alors moi je dis que le cercle de femmes, c'est une culture amérindienne. Bon, je vais pas rentrer dans le détail ce soir. J'ai vécu des choses, j'ai vraiment vécu des expériences qui sont venues à moi. J'ai eu ces initiations et j'ai vu que les femmes occidentales et les hommes occidentaux, il manquait certaines initiations simplement de passage de vie. Et ce qui fait que nous avons, je dis qu'on enclôt, on ferme pour enclore, pour éclore et aller chercher les hommes après. Et en fait, nous avons fait, parce qu'il y a les maris, les copains, les frères, etc. Alors seuls sont acceptés les petits garçons, parce que dans les cercles de femmes, les enfants, ils sont toujours bienvenus. Nous avons donc organisé une soirée pour les hommes. J'ai dit, OK, alors on va inviter tous les hommes parce que c'est OK, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de rencontrer où tu vas, qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu vis dans cette expérience de femme. Et en fait, nous avons fait quelque chose. Et en fait, le masculin a été, pour moi, maltraité, enfin, maltraité dans le sens de mots, hein, on ne l'a pas aidé dans notre monde occidental à aller directement dans ce corps et d'en parler avec son corps. Alors, il y en a hein, qui sont très, très à l'aise avec le corps, mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y a de très, très gros complexes chez l'homme, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Et donc, j'ai expliqué ça à mes femmes et je leur ai dit, bon, mais il faut les accompagner parce que ça va être un choc pour eux. Donc, nous avons été 40 femmes à accueillir 40 hommes. Et qu'est-ce qui a été émouvant pour l'homme, c'est que nous avons mis toutes nos jupes, nos éléments féminins. J'ai dit, alors là, faut y aller à fond, hein, c'est la fête. Mais surtout, on a rendu sacré quelque chose, c'est-à-dire qu'on les a accueillis dans le temple. Et en fait, c'est ce qui manque parfois pour l'homme, c'est de s'ouvrir comme ça. Et je vous assure, il n'y a pas un homme qui n'était pas ému par ça. Après, donc, j'ai demandé à des collègues hommes de créer des cercles d'hommes. Alors, je me suis dit, c'est chouette, on va travailler chacun de notre côté, puis on va faire des rencontres. Et puis là, il va se passer des choses rien qu'avec le corps et la danse. Alors, ça existe, hein, ça s'est fait. Et je trouve ça très, très beau. Et il est temps, cher monsieur, il est urgent de faire appel à l'homme dans les cercles d'hommes, mais qui viennent justement dans la mixité après. Parce que les hommes ont beaucoup de souffrance dans leur expression, moyen d'expression. Ils ont été bloqués, ils ont été enfermés parce qu'ils sont là-haut, quoi. Donc, et c'était beau, c'était très très beau ce qu'on a vécu avec eux. D'ailleurs, ils s'en sont parmi, hein. J'ai eu des hommes en larmes, hein. Ça s'en plus. On les a Hors de massacrés, c'était beauté très très beau. au mètre carré, c'était choquant. Donc, tu sais faire rire, mais tu sais aussi faire pleurer alors. Oui, 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 je sais bien faire pleurer aussi. Je sais, en tous les cas, comme je sais être moi-même vulnérable, quand je disais je m'identifie pas, parfois, je suis juste un canal miroir et émotionnel de l'autre. Et je pense comme ça à une des femmes que j'avais en thérapie qui avait une endométriose et qui avait très, très peu de chances de tomber enceinte. En tous les cas, le gynécologue lui avait dit que c'était jamais, qu'elle ne serait pas enceinte. Et puis, elle était avec un compagnon. Ça faisait déjà 2-3 ans qu'ils étaient ensemble. Et en fait, complètement inattendu du jeune homme, enfin du monsieur, il a 30 ans, 35 ans, c'est qu'il a dit bah non, je veux pas de l'enfant. Alors ma patiente, la seule fois de sa vie où elle peut tomber enceinte, vous imaginez le drame. Alors il vient me voir avec elle, je dis bon, bah, on va faire une rencontre. Et en fait, je me suis mise à pleurer parce qu'il avait une histoire, bien sûr, derrière, et ça coulait comme ça, et je disais, c'est pas mes larmes, c'est les vôtres. Et du coup, et à un moment donné, c'est remonté comme ça, et vous imaginez bien que le bébé est arrivé depuis.
Alors moi, je voudrais d'abord dire que je suis très touché, très habité. Alors, bien qu'un homme, je vibre pleinement Surtout campagne. à ce récit vous m'avez emporté, mais dès le début. C'est la petite fille d'un an et demi qui adorait son grand-père, qui ne m'a pas lâché depuis le début. Et, et j'ai vu chez vous une forme, un sentiment que j'aime et que je trouve très précieux. Et je dirais peut-être que c'est par là que j'expliquerai justement une grande partie de votre rayonnement. C'est une forme de gratitude envers la vie. J'étais d'abord très touché par votre expression. Chaque matin, je me dis, je ne sais plus comment vous avez dit, je me dis, ça va être une journée. Ça va être la plus belle journée de ma vie. Voilà, voilà. Et alors du coup, je n'ai pas tellement de questions. Je voulais déjà vous dire que pour moi, la vie, je vois pas pourquoi elle nous serait retirée. J'ai un peu de mal à concevoir qu'on puisse un peu avoir une période, puis après, il faut s'habituer au néant. Après, bon. Donc c'est plutôt prévu pour pour durer tout ça, et que un des points importants, si on est fait pour durer, c'est d'apprécier. Parce que, comme disait je sais plus qui, l'éternité, c'est long, surtout sur la fin. Donc, si on n'aime pas ce qu'on vit, c'est pas vraiment, c'est plutôt l'enfer que le bonheur. Et je me faisais la réflexion que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez exprimé, me donne l'appétit de prolonger ce que vous montrez, ce que vous exprimez, sans fin. Il peut y avoir en effet cette espèce de gourmandise, d'appréciation de ce qui est, de ce qui va être. Et alors, dernier point, pour pas être trop long, tout ça s'accompagnant quelque chose que j'ai bien aimé, que je retrouve aussi, parce que je le vis aussi un peu chez moi. Vous avez parlé d'une part d'un fil qui relie le visible à l'invisible, et puis du fait que la réalité, en fait, bon, bah, il y a des cloisons un peu, hein. Alors, il y a ceux qui ont un corps, il y a ceux qui n'ont pas de corps, il y a ceux d'avant, il y a ceux d'après. Et voilà. Et moi, j'y vois se dessiner une sorte de préscience de ce qui ne sera pas finalement séparé. Ça, une forme d'unité, d'ailleurs, vous avez parlé d'unité, d'unité où tout ce qui vibre chez nous, tout ce qui a de la valeur, tout ce qui nous intéresse, tout ce qui est d'amour, pour être simple, va perdurer et se rencontrer. Merci. Ça me touche. Ça me touche parce que vous êtes touché par ma petite fille. Alors ma petite fille, elle se dit, ah, ça y est, il m'a vu. Voilà, repérer. Oui, oui, j'ai une gratitude pour la vie. Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que je ressens en tous les cas quand je fais comme ça, et merci Jean-Luc, parce que c'est à l'occasion des questions comme ça de la vie où on revisite des choses de sa propre vie. Et quand je regarde le jalonnement de ma vie, il y a toujours eu dans ma vie un équilibre en fait. C'est-à-dire oui, il y avait des choses très dures, mais oh là là, qu'est-ce qu'il y avait des choses très belles. Et je me suis toujours sentie en harmonie en fait avec tout ça. Après, je le dis très sincèrement, j'ai toujours eu la bonne personne au bon moment et c'est pour ça que je me fais forte d'être la bonne personne au bon moment, au moins dans les moments les plus douloureux, les plus désastreux de notre vie. Mais parce que je l'ai vraiment eu, j'ai vraiment eu, je pourrais vous raconter 50 histoires. Mais vraiment, je remercie tous ces êtres qui me voyaient. J'étais en plein échec scolaire. J'avais un professeur d'allemand avec sa femme qui était fou amoureux de moi, mais parce qu'il avait compris que j'étais perdue, j'étais paumée, j'avais une maman entre la vie et la mort tout le temps. Et à un moment donné, on m'a dit que j'avais un niveau très 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 bas au niveau du QI et que peut-être je serais coiffeuse un jour, mais ça va être compliqué. Et en fait, quand le psychologue m'a dit ça, j'ai regardé derrière, je me suis dit, mais il s'est trompé, il a dit c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça veut dire que je m'identifiais pas, tout simplement. Et pour ma plus grande joie, je sentais que ça me correspondait pas. Oui, à l'extérieur peut-être, mais le monsieur, il n'avait pas vu que je vivais des traumatismes. Donc tout ça, moi, je sens qu'on est venu m'accompagner pour faire ce que je fais aujourd'hui.
Par contre, j'ai ressenti beaucoup de complexes Oui, à oui, une époque, forcément. hein. J'étais très complexée. La seule chose qui a été merveilleuse dans ma vie, un autre refuge et un autre bonheur, c'est que pour ma plus grande chance, j'étais dans un milieu populaire, mais ma mère adorait la lecture. Donc, je pouvais demander 50 bouquins par semaine, aller à la bibliothèque tout le temps. D'ailleurs, c'était un lieu refuge aussi. Je lisais n'importe quoi. Je lisais, mais ça m'aidait. Par contre, c'était pas structuré, quoi. Oui, oui. Donc après, il a fallu restructurer tout ce travail, retisser. Bon, c'était compliqué. Et puis après j'ai eu un mari très aimant et qui me disait ce mot-là, il n'est pas au bon endroit. Tu ferais mieux d'aller regarder dans le petit dictionnaire. Oui, Donc, on constate beaucoup d'amour dans votre existence et c'est et oui, parce que j'ai eu la grande chance, je dis aussi souvent que ma mère était incompétente en tant que maman vis-à-vis de moi parce qu'elle n'avait pas cette capacité maternante, mais elle a eu la bonne idée de me donner une nounou. voilà. Et donc j'ai été élevée par une nounou qui avait 4 enfants, qui gardait 2 enfants en plus. Et ma nounou, pour ma plus grande chance, était d'une très grande intelligence pragmatique et donc a vu qu'il fallait me nourrir de plein de choses. Donc elle me laissait énormément de liberté. C'est comme ça que j'ai fait une fugue à l'âge de 3 ans avec ma petite valise, mais que je suis allée dans la boutique où on vendait les mousses au chocolat et que la dame des mousses au chocolat m'a demandé ce que je faisais là. Et ma nourrice m'a dit ok, ça tu me le refais plus jamais de ta vie. Eh ben oui. Je l'ai plus jamais refait. J'ai écouté ma nounou. En ce moment, il y a pas mal de tensions entre les hommes et les femmes, hein. Pas seulement Hmm, dans la société française, mais il y a, pour des raisons que l'on comprend, notamment avec le mouvement MeToo, et il y a tout à énormément fait. de ressentiment qui s'exprime, l'aspect très douloureux et conflictuel des rapports entre hommes et femmes. Or, ce soir, je sens que dans notre petit programme, au contraire, je sens beaucoup de réconciliation, même si ce n'est pas forcément voulu. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce que les hommes et les femmes C'est se une bonne retrouvent d'une question. façon plus apaisée? J'ai animé un jour un groupe de femmes, elles étaient 75. Il y en avait à peu près une sur deux qui avait été violée. Ah, Et ben, ça fait bizarre. oui. Là, on se dit, il y a un vrai souci. Et c'était vrai. Pour moi, il y a pas d'incompatibilité entre le masculin et le féminin. Mais j'explique dans les cercles de femmes d'abord que c'est pour ça que j'anime les cercles de femmes, c'est pour aller guérir ce qui a été blessé par l'homme. Et j'explique aussi aux femmes que nous avons à quitter nos culpabilités. Ce que je ressens, si vous voulez, c'est que les femmes, on met au monde. On met au monde des garçons comme des filles. Donc, en tant que femme, j'ai ma responsabilité à moi et je dis pas culpabilité et des fois elles font pas la différence donc ça donne des gros débats parce que c'est en souffrance. Je leur explique que pour moi, nous avons à charge aujourd'hui et non pas à culpabilité de vraiment prendre conscience que nous sommes aussi responsables des hommes qu'on a mis au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu du glissement de terrain des deux côtés, mais bien sûr avec un écrasement total de la femme, faut quand même bien le dire. Mais la femme, pourquoi elle est restée écrasée et elle a accepté de se soumettre? C'est parce qu'elle a eu conscience qu'elle avait responsable de ce foyer, de cette mise au monde, et c'est au nom de l'enfant qu'elle reste la plupart du temps. Donc, c'est un vrai sujet qui, là, reste avec des questions ouvertes, hein. Il n'y a pas de réponse fermée parce que ce qui me soucie, c'est que je dis aussi que on ne peut pas faire un monde bon et généreux sans accueillir les délinquants. En fait, si on ne soigne pas la souffrance de l'homme, si on lui montre pas d'autre chose, sa vulnérabilité, l'accès aussi à qu'est-ce que je suis en train de faire à la femme, eh bien, forcément qu'on restera dans la guerre avec des camps, et c'est vrai que tout ça est en train de sortir, donc j'attends un peu que ça sorte et que ça sorte et que ça sorte parce que ça a besoin de s'exprimer et de voir aussi, bah, parce que j'accueille, hein, bien sûr, j'accueille des incestes, j'accueille des viols, j'accueille des choses
c'est innommable la créativité négative de l'homme en général, hein, mais grand H, hein, pas que l'homme masculin. Parce qu'il y a aussi des femmes, bien sûr, qui font mal. Mais voilà, je me dis, à un moment donné, on dit que ce siècle, le 21e siècle, pour les astrologues, par exemple, on dit que c'est le siècle de la réunification du masculin-féminin à l'intérieur de soi. Donc, j'accueille évidemment aussi, enfin là, par exemple, depuis 3 ans, j'ai accueilli des êtres qui avaient violé des personnes qui ont violé et qui ont fait un vrai travail voilà, bon, pour aller dans leur procès. Ils ont été accusés de viol. Enfin, c'est pas facile, hein, parce que d'ailleurs, je leur disais très sincèrement que des fois, ça m'amenait beaucoup de colère, quoi. Enfin bon, mais en même temps, je me dis que je peux pas accueillir que un côté, c'est pas possible. Si je suis logique, j'accueille tout le monde. Après, je dis pas que c'est facile, hein, je dis pas que je peux toujours, parce que ça m'épuise. Par contre, ça me fatigue beaucoup ce type d'accueil. Et on a entendu parler des louves et des femmes sauvages. Donc c'est quoi, en quoi ça consiste et pourquoi femmes Est-ce que sauvages? ça mord? C'est ce qu'on appelle un archétype chez les Jungiens. La femme sauvage, les femmes louves. Pourquoi? Parce que, en fait, les loups, dans leur culture familiale, dans leur culture affective, on va dire, sont très proches de notre façon à nous de vivre. Hélène Grimaud, par exemple, en parle très joliment parce qu'elle vit avec les loups. Et en fait, c'est juste concevoir qu'est-ce que c'est la femme sauvage. Sauvage, ça vient de selvi, ça vient de forêt. Et en fait, c'est juste concevoir pour la femme de retrouver sa nature profonde à l'intérieur d'elle. Pourquoi? Parce que en étant éduquée, la femme a perdu ses fondements, elle s'est beaucoup éloignée d'elle en fait, beaucoup plus de sa nature profonde. Donc, femme sauvage, c'est dans le sens retrouver sa nature profonde, sa force vitale, et je dirais comment l'image, c'est que Pinkola Estés a et que j'adore cette image, c'est laissons sortir nos oreilles des chapeaux, laissons traîner notre queue de nos ourlets de jupe pour bien montrer qu'on n'a pas perdu notre nature profonde. Et la nature profonde, et les loups en sont vraiment l'archétype le plus fondamental, le plus proche de nous aussi. D'accord, mais donc rien à Est-ce- voir avec Par rapport à la pratique ou avec ce que peut ressembler la pratique. Alors, la pratique, parfois, elle ressemble à des louves, quoi. Quand je dis ça, c'est-à-dire que dans la danse, il y a des choses qui peuvent vraiment faire appel à quelque chose c'est de l'ordre de la transe, hein, à quelque chose de très sauvage, avec des cris sauvages, bon, on fait pas ça n'importe où, hein, bien sûr, et c'est quand même dans la pratique. Et qu'est-ce que vous pensez que la danse, pour vous, c'est beaucoup plus utile pour le corps physique ou c'est-à-dire pour l'esprit? Et comment vous vous sentez, c'est-à-dire lors de la danse, que vous vivez, c'est-à-dire un plaisir quelconque ou la sérénité? Je ne sais pas si je suis clair ou non. Être clair, c'est juste une question qui me fait chercher loin à l'intérieur de moi dans l'expérience. Quand je danse, il y a une partie qui me permet d'être vraiment avec mon corps physique. Oui, certainement, mais comme je suis très mentale, paradoxalement, ça s'accorde également avec le mouvement permanent que j'ai dans ma tête. Et à un moment donné, c'est comme si tout s'harmonisait et s'accordait. Et c'est surtout, je dirais,
le fondement de la connexion entre le corps et l'esprit, c'est les émotions. Donc, plus il y a du cyclique émotionnel et plus mon lien entre ma tête, mon corps, mon esprit, il y a quelque chose à un moment donné qui se dépasse. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je ne sais plus si je suis corps, si je suis esprit, je sais plus. Il n'y a plus de différence entre les différents éléments. C'est comme ça que je le ressens en tous les cas. Et après, la dernière question, elle était tellement profonde. Oui, le plaisir ou la sérénité. Ah oui, ça c'est joli, ça. Ça c'est très très joli. Il y a une notion de plaisir qui est évidente et je dirais c'est ma petite fille quoi. Il y a quelque chose d'important aussi avec la danse en tous les cas comme je la ressens. Je ressens souvent la sérénité hein, qui se pose à l'intérieur de moi. C'est un mot, ça c'est sûr, qui est très 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 important par rapport à la danse. Mais en fait, faut pas oublier que la danse, elle se connecte à quelque chose d'extérieur qui est souvent une musique. Donc, c'est une rencontre. Et on dit en danse-thérapie, on dit que la musique, c'est le bon père et la danse, c'est la bonne maman. Donc, c'est une sorte d'alliance. Et je sais que la plupart du temps, comme on n'a pas les musiciens en direct avec nous, je dis à mes louves, n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui a écrit la musique, quelqu'un qui la chante ou la danse, quelqu'un qui l'écrit. Donc ça fait tout un trajet de communication. Et en fait, ça veut dire quoi? Que souvent, la sérénité, c'est quand je sens que vraiment j'ai une discussion avec ce qui se passe à l'extérieur et qu'à l'intérieur, il y a une harmonisation là et que j'ai eu un bon dialogue. Et là, je sens que j'ai une sérénité. Et la question suivante, est-ce que vous pensez que la musique est essentielle pour le danse? Ou des fois, sans musique, peut-être une musique interne qui vous donne envie de danser? Oui, 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 oui. Il y a la seule chose, c'est que il faut déjà avoir eu des connexions avec la musique extérieure parce que la musique extérieure est enveloppante et rassurante. Je suis enveloppée par quelque chose. Quand la musique, on va aller la chercher à l'intérieur de soi, il y en a une et elle est très très belle. Hein. C'est du vibratoire, c'est comme une harpe. Voilà, c'est aussi subtil qu'une harpe pour moi. Oui, cette musique-là, c'est plus de la danse méditative, on va dire, on va l'appeler comme ça, ou trance. Et là, il n'y a pas tellement besoin de l'extérieur. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et c'est presque, je dirais, c'est sans mouvement au départ. Sans mouvement, mais alors quand ça se met en mouvement après, en fait, il y a du centripète et il y a du centrifuge. Et en fait, il faut pouvoir un jour connaître les deux. Et effectivement, la danse, vous apercevez que quand il n'y a pas de musique, il y a toujours de la musique. Il y a toujours du son, il y a toujours de la vibration, il y a toujours quelque chose. Donc, sauf qu'on n'est pas habitué et qu'on a les oreilles bien bouchées. Mais c'est un travail que je ne peux pas faire avec toutes les personnes. Faut qu'elles aient déjà vibré, qu'elles aient confiance, mais c'est très très beau. Quand vous faites de la danse silencieuse au départ, c'est magnifique. C'est très très beau. Quand on en arrive là, c'est du pur bonheur. Ça, c'est de la sérénité. Et combien de fois vous êtes allé en Inde? 6 fois. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, dans cette culture, c'est pour cela que je vous ai posé la question concernant la musique externe et interne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous étiez dans une saison quelconque, où le changement de climat, par exemple, où il y a, c'est-à-dire une situation que bientôt il va pleuvoir, et puis, c'est-à-dire, les gens commencent à faire chanter et danser, c'est-à-dire même sans musique externe. Absolument.
Tout à fait. C'est l'ambiance qui fait. Jack Lynch, c'est une vieille, vieille dame, n'est-ce pas? Donc, forcément qu'on a forcément des ramifications, mais je n'ai jamais ressenti autant dès que je suis dans l'aéroport, dès que j'arrive, c'est comme si je me mettais à danser au quotidien en permanence. C'est-à-dire, il y a le temps est dans une distorsion. J'ai jamais vécu ça, hein, très sincèrement, ailleurs qu'en Inde. C'est la distorsion du temps qui fait que mon corps vit le temps différemment, se pose différemment. Les êtres, j'ai jamais vécu ça. Et je me suis toujours dit que la danse en Inde, bah, elle est essentielle, hein, déjà. Elle existe tout le temps, la danse. Et c'est vrai que c'est une sensation qui est très, très, très puissante, ça. Est-ce que c'est vous qui choisissez la musique à chaque fois? Et si oui, quel genre de musique? Ou est-ce que les gens peuvent venir avec leur musique? Comment ça se passe? Alors, moi, j'ai une culture d'oreille énorme pour toutes les situations, mais elles amènent aussi leur musique, ouais. Ok. Mais j'en ai beaucoup, 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 et je peux aller de la boom disco à la valse Chopin. J'utilise la musique en général. Il n'y a Et pas si un homme vient avec du hard rock, ça passe ou... absolument. On a même Metallica, vous voyez, donc. Ah, bah voilà. Ok. Ouais. Et Daniel, il n'y a Mais, pas d'homme, qu'est-ce que tu racontes? mais il Si, peut y ils avoir. invitent des hommes de temps en temps. De Et temps il y en a temps. du hip-hop, il y a du rap, il y a. On fait avec l'actualité, hein, tout est musique en fait, hein. Ouais, ouais. Non, non, c'est ouvert à tout, à tout. Après, si j'ai un propos, parce que j'ai un propos, j'ai des thématiques, évidemment, bien sûr que j'ai ma base de données. Ok. Bien, bien. Sur cette bonne parole, Eh bien, Véronique, nous te remercions beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu as fait passer vraiment de la vie, de la joie. En tout cas, tu as été la bonne personne au bon moment pour nous. merci, merci Jean-Luc. Je te Ben, moi, j'ai remercie beaucoup. beaucoup en notre nom à tous.